Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu à Alger le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, l'émir qui effectue une visite de travail en Algérie. Non à l'exploitation des personnes, c'est le thème d'une journée d'études dont les travaux ont débuté ce matin au niveau du Centre international des conférences Abdellatif Farhal à Alger, organisé par le Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes. Un détachement de l'armée nationale populaire a abattu aujourd'hui lors d'une embuscade tendue à Djbel Amrouna, aux environs de la commune de l'Hassaynia, wilaya de Ain Defla, 2 terroristes. On en parle également dans ce journal. Le bilan journalier du coronavirus, 642 cas confirmés de coronavirus, 396 guérisons et 11 décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures. Nous écouterons le docteur Jamal Fourar également dans ce journal. Et puis la canicule rime avec les déclenchements intempestifs des feux de forêt. La protection civile a rendu public un bilan hebdomadaire du 19 au 25 de ce mois de juillet. 172 incendies ont été recensés. 70 d'entre eux sont déclarés en forêt. Pour en parler, notre invité ce soir, le capitaine Nassim Barnaoui, chef du bureau de l'information et de la sensibilisation au niveau de la Direction générale de la protection civile. Voilà pour l'essentiel des titres que nous allons développer ce soir. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a donc reçu ce mardi à Alger le ministre des Affaires étrangères du Royaume frère d'Arabie Saoudite, l'émir Faisal Ben Farhan Al Saoud, qui effectue une visite de travail en Algérie, c'est ce qu'indique un communiqué de la présidence de la République. Lors de cette audience, les deux parties ont procédé à une évaluation de la coopération bilatérale et à l'examen des voies à même de l'approfondir et la diversifier, notamment en ce qui concerne les projets de développement et d'investissement marquant le partenariat entre les deux pays, précise encore le communiqué. Cette rencontre a été également une opportunité pour se concerter et échanger des vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, à leur tête bien sûr la crise libyenne, ajoute encore le communiqué de la présidence de la République. On écoute d'ailleurs la déclaration du chef de la diplomatie saoudienne au sortir de cette audience. J'ai eu l'honneur de transmettre les salutations du serviteur des 2 lieux saints de l'islam et son Altesse le Prince héritier au président de la République, Abdelmajid Tebboune, et au peuple algérien frère. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer mon frère et mon ami, le ministre des Affaires étrangères, pour débattre des questions bilatérales et nous sommes tombés d'accord sur la nécessité d'impulser les relations communes en déployant davantage d'efforts. Et nous sommes tombés d'accord sur plusieurs points, notamment en ce qui concerne les défis que rencontre la région en ce moment, et principalement la question libyenne. Et nous nous accordons sur une solution libyo-libyenne qui mène vers un dénouement pacifique qui protégera ce pays frère du terrorisme et de l'ingérence étrangère. Nous avons débattu par là même de l'importance majeure du rôle des pays voisins pour arriver à une sortie de crise. Je pense qu'il est important de poursuivre cette coordination et nous sommes engagés avec l'Algérie dans ce dossier et avec nos efforts conjugués avec tous les pays voisins, arriverons à une solution qui protégera ce pays et lui rendra sa stabilité. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, a reçu plus tôt dans la matinée le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, l'émir Faisal Ben Al Saoud. Les entretiens ont ensuite été élargis aux membres des 2 délégations pour discuter de la coopération bilatérale et des questions internationales d'intérêt commun. Et puis à retenir également ce soir ce communiqué du ministère des Affaires étrangères par le porte-parole donc du ministère. La dépouille mortelle du défunt Qadri Abdelrahman Reda dit Akram, décédé à Anvers en Belgique en date du 19 juillet dernier, dans des circonstances non encore élucidées, arrivera à Alger demain, le 29 juillet donc. Il est à rappeler que l'Algérie a exigé à ce que toute la lumière soit faite sur les circonstances de la mort de ce citoyen algérien. Les autorités compétentes du Royaume de Belgique ont été ainsi saisi officiellement à l'effet de fournir toutes les informations exhaustive et détaillée sur les circonstances exactes de l'arrestation et du décès de notre compatriote, et ce conformément à la convention consulaire datée du 19 mai 1979 entre l'Algérie et la Belgique. Nos représentations diplomatiques et consulaires en Belgique restent en contact permanent avec les autorités officielles belges ainsi qu'avec la famille du défunt et son avocat également.
Et puis un autre titre que nous allons également développer ce soir, c'est ce communiqué du ministère de la Défense nationale qui nous informe que dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu aujourd'hui même, lors d'une embuscade tendue à Djbel Amrouna, aux environs de la commune d'El Hassiniya, wilaya de Ain Defla, 2 terroristes. L'opération a permis de récupérer également 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, une quantité de munitions, une grenade également et une paire de jumelles, précise également le communiqué du MDN. Non à l'exploitation des personnes, c'est le thème d'une journée d'études dont les travaux ont débuté ce matin au Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger, organisé par le Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes, en coordination avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Cette rencontre vise à sensibiliser sur la situation des victimes de la traite des personnes. Commentaire Badia Amari. Selon l'Organisation internationale du travail, plus de 150 milliards de dollars sont engrangés annuellement par l'activité de la traite des personnes. Consciente de la dangerosité de cette activité considérée comme étant un crime, l'Algérie a ratifié les conventions internationales et mis en place une batterie de mesures pour lutter contre ce phénomène. La traite des personnes est une violation flagrante aux droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme a accueilli favorablement le texte de l'avant-projet de révision de la Constitution sur la traite des personnes, qui est considéré comme un crime puni par la loi et s'inscrit dans le cadre des efforts consentis par l'État pour lutter contre ce fléau dangereux. La Commission nationale, en coordination avec les secteurs concernés, est en phase de finaliser le texte de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes avant de le soumettre prochainement au gouvernement, avant son débat et adoption à l'Assemblée populaire nationale. Depuis le début janvier au 26 juillet 2020, notre cellule d'écoute a reçu près de 500 000 appels pour des informations ou des orientations, notamment avec cette période de confinement. Toujours au courant de cette période, nous avons enregistré 1355 atteintes aux droits des enfants, dont 773 garçons et 582 filles. Parmi eux, 402 enfants ont été victimes de maltraitance et d'exploitation sous toutes leurs formes. Au Croissant Rouge algérien, nous sommes fiers de constater la volonté de l'État et l'attention qu'il accorde à cette question. Les participants à cette rencontre ont mis l'accent sur l'importance de conjuguer les efforts pour faire face à ce fléau, notamment dans ce contexte marqué par la crise sanitaire mondiale. Tristement, les femmes et les filles représentent la vaste majorité des victimes détectées de la traite d'êtres humains dans le monde, avec respectivement 49% pour les femmes et 23% des filles. La crise planétaire liée au Covid-19 fait craindre que la traite des personnes s'accélère, voire prenne une ampleur inédite, exigeant de tous les pays plus d'actions de prévention et de répression, mais aussi d'efforts pour protéger les victimes et leur prêter l'assistance. La traite des personnes et l'exploitation des personnes par la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement des organes. Et puis, on parle également ce soir de cette déclaration du ministre de la Communication. Toutes les conditions sont réunies pour permettre aux représentants de la presse étrangère accrédités en Algérie d'exercer leur métier. C'est ce qu'a affirmé donc ce mardi le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, lors de la cérémonie que vous voyez sur ces images. Cette cérémonie de remise des accréditations à des représentants des médias étrangers accrédités dans notre pays. À cette occasion, le ministre a tenu également à adresser ses encouragements aux professionnels de la presse nationale, assurant leur mission dans des conditions difficiles en raison de la pandémie du coronavirus, citant les difficultés de circulation, l'éloignement de leur famille et les sièges de leur métier aussi. La célèbre avocate et intellectuelle Gisèle Halimi, une des ferventes défenseuses de la cause nationale lors de la guerre de libération nationale, est décédée ce mardi à Paris à l'âge de 93 ans. C'est ce qu'a annoncé sa famille aujourd'hui même. Elle avait défendu en 1960 Jemila Poupacha, militante du Front de libération nationale, à qui elle a consacré une œuvre biographique. Suite à l'annonce de son décès, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit Taïeb Zetouni a présenté ses vives condoléances à la famille de la défunte.
Nous arrivons au dossier de ce 19h. Il est consacré aux feux de forêt. Alors, les feux de forêt, vous le savez, avec la canicule qui s'est installée depuis ce début de semaine, et puis plutôt dans les semaines qui ont précédé donc, cette canicule rime avec le déclenchement intempestif. Vous le voyez sur ces images, des feux de forêt. La protection civile avait rendu public un bilan hebdomadaire qu'on va mettre à jour dans un instant avec notre invité. Alors ce bilan qui parlait de la période du 19 au 25 de ce mois, on a recensé 172 incendies, dont 70 d'entre eux se sont déclarés en forêt. La protection civile reste mobilisée pour bien sûr intervenir sur des terrains parfois difficiles d'accès. Et pour en parler ce soir, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le capitaine Nessim Barnaoui. Vous êtes le chef de bureau de l'information et de la sensibilisation au niveau de la Direction générale de la protection civile. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est moi. Alors, Nessim Barnaoui, on vient de parler justement de la question du bilan. Vous avez de nouveaux chiffres qui ont été donc mis à jour très récemment, c'est 16 heures, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Alors, quels sont les derniers chiffres que vous avez à fournir justement pour le grand public? Donc, exactement, en matière de nombre d'incendies, situation qui a été arrêtée cet après-midi à 16 heures, on est à 49 incendies entre forêt, maquis et broussailles. Donc, c'est les pics qui ont été enregistrés aujourd'hui. Selon les 3 derniers jours, on est à un bilan, le même bilan hebdomadaire qu'on a établi ce matin. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire qu'il y a une accélération des déclenchements de feux de forêt. En 3 jours, nous avons pratiquement le même bilan que sur une semaine complète? Exactement, c'est le même bilan que sur une semaine complète. En matière d'incendie, le bilan hebdomadaire, on était à 172 incendies. Pour les 3 derniers jours, on est à 153 incendies. Les dégâts estimés, première estimation, pratiquement à 700 hectares entre forêt, broussailles et maquis. Donc, suite à cette canicule, il y a une accélération très forte en matière de nombre d'incendies enregistrés chaque jour, quotidiennement, pas mal de 50 incendies que les éléments de la protection civile travaillent à pied d'œuvre pour venir au bout de ces incendies. Donc, de grands moyens qui ont été mobilisés, les colonnes mobiles des différentes wilayas. Donc, pratiquement justement, les wilayas, quelles sont les wilayas les plus touchées en ce moment? Nous avons quelques images, si on peut les diffuser. Exactement. On parle de Sétif, de Tizi Ouzou, des wilayas qui ont connu beaucoup de grosses températures. Quelles sont les autres wilayas qui ont été touchées? Donc, pratiquement plus de 30 wilayas qui ont été touchées par les incendies de forêt. Les incendies les plus importants, sur l'ouest, on a l'incendie de Saïda jusqu'à maintenant, ainsi que Tiert. Au centre, on a les incendies de Béjaïa, de Médéa, ainsi que Tizi Ouzou et Sétif. Sur l'est, on a les incendies de Sokharash, Khenchla, ainsi que de Taraf. Mais actuellement, les 2 plus grands incendies qui sont en cours, c'est l'incendie de Tizi Ouzou ainsi que l'incendie au niveau de la wilaya de Saïda. On imagine qu'à Tizi Ouzou, les interventions sont plus difficiles, les chemins sont plus compliqués. Ce qui nous pousse à poser la question sur les moyens de la protection civile. Est-ce qu'aujourd'hui la protection civile a les moyens d'intervenir dans des zones difficiles comme celle-ci, comme celle qu'on voit sur ces images? Surtout cette année, il y a de grands moyens qui ont été mobilisés. Donc 65 colonnes mobiles, par rapport à l'année dernière, on était à 37 colonnes mobiles. Il y a aussi l'intervention des hélicoptères du groupement aérien de la protection civile. Jusqu'à maintenant, ils interviennent à Tizi Ouzou. Avant, ce matin, ils étaient à Sétif, hier à Béjaïa. C'est un appui pour tous les moyens terrestres, c'est-à-dire les camions ainsi que les colonnes mobiles. Mais le plus important dans cette situation, c'est qu'il y a le volet opérationnel qu'on donne beaucoup d'importance. Il y a aussi le volet préventif dont il faut donner beaucoup d'importance. Vous me tendez la perche, M. Nessim Barnaoui, justement pour le volet préventif. Nous parlons aujourd'hui du 4e risque majeur. Exactement. Vous m'avez parlé hors antenne tout à l'heure de ce risque qui est donc classifié. Selon la loi 0420. Exactement. Et ce 4e risque majeur, il est un peu sous-estimé à votre avis? Pas sous-estimé, c'est un risque qui vient par saison, c'est-à-dire 4 mois, 5 mois saisonniers. Donc par rapport au séisme, aux inondations, ou bien les risques biologiques, les risques industriels. Donc, mais le rôle de la prévention est très important pour la réduction des risques majeurs, surtout en matière d'incendie de forêt, surtout en matière d'aménagement au sein de la forêt, que ce soit mis par l'État
ou ce qui concerne les citoyens. Par exemple, que les citoyens qui habitent ou qui sont voisinants des forêts, ils doivent faire des aménagements, donc faire le désherbage aux alentours des maisons, ne serait-ce que 20 à 30 mètres, ainsi que pour tout ce qui est les grands moyens, les travaux lourds, donc l'aménagement, les pistes carrossables, les tranchées par feu, les points d'eau, les postes de vigie, de surveillance, ainsi que tout ce qui est opérationnel en matière d'extinction. Mais la prévention, c'est primordial pour la réduction des risques majeurs. Il y a cette action citoyenne qui est importante. Oui. Il faut que les citoyens soient impliqués pour prévenir donc ce genre de sinistre. Vous avez parlé également du travail de sensibilisation qui est opéré justement par la protection civile. Comment cela se traduit sur le terrain? Vous êtes au contact direct des citoyens, vous leur parlez, vous leur expliquez ce qu'il faut faire, quels sont les premiers gestes à faire? Exactement. Donc le travail de prévention, de sensibilisation, c'est directement un travail de proximité, surtout aux zones forestières ou destinées aux habitants qui habitent à proximité des forêts. Donc ainsi qu'il y a un grand travail qui se fait avec le comité de village. Il y a eu une expérience l'année dernière au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou qui c'était une grande réussite. Donc le comité de village par la suite qui prend le relais pour sensibiliser, que ce soit les citoyens et travailler sur tout ce qui est aménagement pour protéger la forêt. Mais au large public, il y a tout ce qui est les supports électroniques, les réseaux sociaux, surtout le travail de proximité afin de protéger la forêt et faire savoir que citoyens, c'est son rôle de préserver le massif forestier qui est estimé à 4 200 000 Justement, nous avons un massif forestier qui est très réduit, il faut le protéger par tous les moyens. Je profite de l'occasion ce soir pour rendre un vibrant hommage à tous les soldats du feu qui sont sur le terrain et qui risquent parfois leur vie, souvent, pour éteindre ces incendies dans des milieux difficiles avec cette chaleur qui est terrible. Je profite aussi pour vous remercier d'avoir été avec nous et de nous avoir fourni toutes ces explications et ces précisions par rapport à ces sinistres qui se déclenchent malheureusement chaque saison estivale. Capitaine Nessim Barnaoui, chef du bureau d'information et de sensibilisation au niveau de la direction générale de la protection civile, merci d'avoir été avec nous pour ce 19h. Merci à vous. Alors nous poursuivons ce journal pour vous parler à présent du nouveau bilan du coronavirus rendu public tout à l'heure. Voici les détails en chiffres avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Jamal Fourar. Aujourd'hui, le mardi 28 juillet, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation de l'évolution de la situation épidémiologique de la Covid-19 en Algérie. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 642 cas, 396 patients guéris qui ont quitté l'établissement hospitalier, 73 patients en soins intensifs et 11 décès. Avec la notification de 642 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, l'incidence est de 1,5 cas pour 100 000 habitants au cours des 24 dernières heures. 27 wilayas ont notifié moins de 10 cas et 21 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 11 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté l'établissement hospitalier, leur nombre est à ce jour de 19 233, dont 396 sont guéris ont quitté l'établissement hospitalier durant les 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 73 patients hospitalisés en soins intensifs. Pour ce qui est de la situation épidémiologique actuelle, nous disons à nos concitoyens de rester très vigilants, surtout à l'approche de l'Aïd el-Kébir, faire attention aux mesures de prévention, respecter la distanciation sociale et surtout porter le masque de protection qui peut arrêter la transmission du virus parmi nous. Poursuite des opérations de rapatriement, 700 personnes viennent d'être rapatriées de France à bord de 3 vols d'Air Algérie. Nos concitoyens ont été conviés, bien entendu, à une quatorzaine de confinements obligatoires à Alger et également à Ain Defla dès leur arrivée. Sarah Derbal. Bloqués à l'étranger depuis plus de 5 mois, ces ressortissants algériens sont arrivés à l'aéroport Houari Boumediene en provenance de France à bord de 3 avions de la compagnie aérienne Air Algérie, regroupant plus de 700 rapatriés algériens. Je suis content d'être revenu en Algérie. Je remercie les autorités algériennes. À l'étranger, personne ne t'apporte de l'aide, donc c'était difficile. Heureusement qu'on est revenu en Algérie. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés afin d'assurer une meilleure prise en charge sanitaire lors de la période de quatorzaine. Nous faisons des contrôles et des analyses pour voir qui parmi ces voyageurs est atteint d'une maladie chronique. Nous serons à la disposition des voyageurs tout au long de leur séjour. Nous avons mis à la disposition des personnes rapatriées tous les moyens nécessaires afin d'assurer un bon accueil. Toutes les commodités pour recevoir les gens à dos, l'équipe médicale, l'équipe de la sécurité,
ورانا دايرين كاع لي مويان بور ان شاء الله تجوز لوبيراسيون في احسن ما يكون. Ces rapatriés algériens ont été orientés vers plusieurs hôtels au niveau de la wilaya d'Alger et de Ain Defla. D'autres opérations de rapatriement sont programmées dans les prochains jours pour permettre à tous nos ressortissants de rejoindre le territoire national. Et ce communiqué du Premier ministre qui vient de nous parvenir, le Premier ministre, M. Abdelaziz Jarrad, a présidé ce jour une réunion interministérielle qui a été consacrée à l'examen de la situation de la disponibilité des liquidités dans le réseau postal face à la pression de la demande de la clientèle qui s'exerce à travers les titulaires des 22 millions de comptes de chèques postaux actifs en ce moment. Alors il importe d'indiquer également que le montant total des retraits d'argent des bureaux d'Algérie Post a atteint en moyenne près de 400 milliards de dinars algériens par mois. La crise sanitaire liée au Covid-19 a engendré des contraintes supplémentaires induites par les nouvelles règles d'organisation du travail, du respect de la distanciation physique et d'accès au bureau de poste. À cela s'ajoute également l'indisponibilité d'une partie du personnel féminin ayant la garde d'enfants et également les personnels victimes de contamination au Covid-19. Il en résulte de toute cette situation que cette situation actuelle ne se pose pas en termes de disponibilité de liquidité, mais celle plutôt de la résultante d'une conjoncture tout à fait particulière liée aux impacts de la situation sanitaire qui a provoqué un ralentissement de l'économie avec ses conséquences sur la circulation et le recyclage des liquidités. Alors, pour faire face à cette situation et réduire ces incidences, le Premier ministre a instruit les départements et services concernés sur, premièrement, la nécessité d'étaler pendant tout le mois calendaire le versement des salaires, des retraites et des aides sociales de l'État et d'adapter les horaires de travail des bureaux de poste en fonction de la demande exprimée. Deuxièmement, l'élargissement de l'accès aux guichets automatiques des banques en mettant en œuvre rapidement l'interopérabilité des systèmes monétiques d'Algérie Post et celui des banques. Troisièmement, la nécessaire implication des walis pour superviser et accompagner par des escortes les mouvements de fonds entre les agences excédentaires et les agences en déficit de liquidité. Quatrièmement, l'accélération du processus permettant aux banques et établissements financiers de verser leur excédent de trésorerie dans les bureaux de poste. Et puis finalement, l'encouragement des acteurs de la société civile à apporter leur assistance à l'organisation des files d'attente à l'extérieur des bureaux de poste et faire respecter les règles de distanciation physique avec l'aide des services de sécurité qui sont constamment mobilisés pour la sécurité des citoyens. Voilà donc pour le communiqué du Premier ministère. On revient sur à présent les comportements irresponsables pendant cette crise sanitaire qui restent les raisons principales de la recrudescence des chiffres de contamination. Les plages par exemple, leur accès sont strictement interdits, vous le savez, et pourtant certains imprudents bravent cette mesure préventive et s'installent en nombre sur les côtes, comme c'est le cas dans les plages de l'est de la capitale. Yamina Saïchi. Avec l'arrivée de la période des grandes chaleurs, la tentation de se baigner est plus forte que la peur de contracter la Covid-19. Et ce, malgré les panneaux d'interdiction et autres rappels des règles en vigueur, les baigneurs continuent de se mettre en danger en se regroupant sur certaines plages. On n'y peut rien, c'est plus fort que la peur de tomber malade. On n'en peut plus de rester à la maison. En respectant la distanciation physique et toutes les règles de prévention sanitaire, on évite aussi de rester regroupés. On garde notre bavette quand on est en route pour la plage. Même si les accès aux plages sont fermés, certains citoyens trouvent toujours un moyen pour contourner les règles sanitaires durant cette période de confinement. Avec la pression au boulot, nous venons à la plage les week-ends, juste quelques heures pour changer un peu. Je suis conscient du danger de cette maladie, mais je ne supporte plus de rester à la maison. Nous avons passé 5 mois confinés. On veut simplement profiter de l'été. On veut juste se rafraîchir. À chaque fois qu'on vient, les éléments de la gendarmerie nationale nous interdisent l'accès. D'un côté, je comprends, ils font simplement leur travail, mais d'un autre, c'est pas évident pour nous. La chaleur est insupportable. En même temps, nous prenons toutes les dispositions nécessaires.
L'interdiction d'accès aux plages vient rappeler aux citoyens la nécessité de respecter les mesures sanitaires afin d'endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19, même si ces règles de base sont parfois transgressées. La promotion du mouvement sportif national et l'accompagnement des sportifs pour une bonne préparation en vue des compétitions sportives nationales et internationales, notamment les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 et les Jeux méditerranéens d'Oran en 2022. Le sponsoring sera assuré par le groupe Mobilis ainsi que les fédérations sportives olympiques. Ajoute cela le renforcement des infrastructures de base, les transports, la promotion du service public pour les citoyens, surtout Internet et le paiement électronique. Les entreprises relevant du secteur de la poste et de la télécommunication pourront installer leur équipement au niveau des sites et infrastructures du secteur de la jeunesse et des sports. Ce sponsoring accordera la priorité aux sportifs d'élite. Une rencontre, vous l'avez vu, avait réuni les trois ministres, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication et la secrétaire d'État chargée des sports d'élite. Je vous propose d'ailleurs d'écouter leur déclaration tous les trois. التزامنا بتنويع مصادر تمويل الرياضة وتفعيل دور الرعاية المالية في دعم ومرافقة الحركة الرياضية وترقيتها وتخفيف العبء على ميزانية الدولة. هي شراكة تجسد بالفعل إرادة قطاعين في تضافر قدراتهما ومقاومتهم لتحقيق هدف مزدوج يصب في جهة إلى مسعى تشجيع الحركة الرياضية الوطنية وإسهام في مرافقتها تطلعات واحتياجات رياضيين في مجال تحضير الأمثل للاستحقاقات الدولية الوطنية. وهذا من أجل خلق إطار تعاوني يرمي إلى تقديم الدعم والمرافقة التي من شأنها أن تساهم بصفة مباشرة في تدعيم برامج تحضير رياضة النخبة. Karim Younes, écrivain, il a présenté ses deux derniers ouvrages, le roman Paradis artificiel, œuvre romanesque relatant un drame personnel, et puis l'autre livre, De nos montagnes aux coulisses de l'ONU, au contenu historique cette fois, dans lequel il revient sur le génie de la diplomatie algérienne et son rôle prépondérant dans l'aboutissement de la lutte armée et du combat légitime pour l'indépendance de notre pays. Samira Hadjamar. Un pied dans la politique, deux mains dans l'écriture, Karim Younes a osé un premier roman, Paradis artificiel, paru aux éditions d'Elimen. Il l'a présenté à la librairie Point Virgule à Cheraga. Du premier roman qui retrace en fait et résume ma part de souffrance dans cette vie, les aléas et le prix que je devais payer à la vie sur Terre. Né de la souffrance. Cette œuvre romanesque, un mélange entre fiction et réalité amère, porte en elle l'amour de l'auteur pour l'Algérie et par extension de l'Afrique, berceau de l'humanité, mais pas que. Karim Younes a voulu rendre hommage à cette Afrique bouleversante qui a tant donné à l'Europe et à l'Occident en général, et ce, depuis toujours. Et qui malheureusement vit dans la misère, la pauvreté, la précarité, alors qu'elle a tout donné au monde. Elle a sauvé le monde du désastre nazi lors de la Première Guerre mondiale et de la Seconde. Aujourd'hui, les Africains, y compris les Algériens bien entendu, car nous sommes Africains, pensent qu'aller en Europe, en France exactement, c'est aller au paradis. Or, ce sont des paradis vraiment artificiels parce qu'ils se rendent compte que la misère les poursuit, la précarité, la promiscuité, etc. Sans fil conducteur, le personnage Salim. Karim Younes a eu ce besoin d'exulter. Sa douleur, la souffrance qu'il a ressentie après le drame qui a projeté son fils dans la fosse du métro parisien. Oui, c'est le drame de mon fils, mais ça aurait pu être le drame également de beaucoup d'Algériens ou d'Africains. J'ai voulu également noter que ce sont des Africains qui ont sauvé mon fils d'une mort certaine, puisqu'il est tombé brutalement dans la fosse du métro, alors que le métro était annoncé en gare. C'est vous dire que cette solidarité interafricaine n'est pas un vain mot, c'est une réalité. Et j'ai pris donc prétexte de ce sauvetage in extremis, au péril de la vie de ces trois Africains, pour sonder davantage les pays de ce continent qui vivent malheureusement quotidiennement le drame. Le maître des mots, amoureux transi d'histoire qu'il a remonté dans une saga de 9 ouvrages depuis la Numidie à nos jours.
Cet auteur engagé a partagé avec ses lecteurs sa passion pour la grande histoire d'Algérie. Un grand homme, un homme d'histoire, un homme qui rentre dans l'histoire, M. Yasser Arafat, qui fut un ami, qui me disait chaque fois, quand je lui ai présenté mon premier livre, il me dit Kamal, celui qui produit ne meurt pas. Et donc, je reviens un peu à Karim Younes. Karim Younes abonde maintenant dans un créneau qui est très très important. Lecteur, lectrice, voyager dans l'imaginaire d'un auteur qui a l'Algérie dans le cœur et l'Afrique dans l'âme. Paradis artificiel, un roman fait dans la chair et dans le sang, à lire absolument. Nous parlions tout à l'heure des feux de forêt et de ces incendies donc, qui dévastent nos espaces donc, forestiers. Nous vous emmenons au sud-est de Tarf pour vous montrer notre patrimoine, notre beauté forestière qui va peut-être convaincre beaucoup de personnes de faire plus attention à ce patrimoine. La forêt de Shenzhen de Toile constitue une richesse botanique d'importance méditerranéenne. Cette végétation évolue à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer et peut même survivre à une altitude de plus de 1000 mètres. Rahim Abdelaziz nous fait découvrir ce bel endroit. Des eucalyptus se sont substitués aux chênes lièges. Oued Toile, un des affluents du grand Oued Bougous, traverse de denses forêts de chênes. En période estivale, l'Oued renferme encore d'éparses mares d'eau. Cette partie de la forêt ouest d'Al-Ghorra constitue donc une curiosité botanique. يعني من 1500 حتى فما فوق، لكن هنا نحن في طابق بيوم مناخي مصغر. الارتفاع على سطح البحر حوالي 196 متر على سطح البحر، وهذه يعني ظاهرة نراها إلا في هذا المكان. Cette forêt de Shenzhen évolue à 200 mètres d'altitude du niveau de la mer. L'espèce est accoutumée à des altitudes pouvant atteindre 1000 mètres et plus. Il s'agit d'une jeune forêt équuyenne où les sujets ont pratiquement le même âge. Il s'agit également d'une forêt pratiquement dépourvue de sous-bois. Le Shenzhen dispose de grandes feuilles caduques. À l'est, la Zéné est bordée d'un oued. En amont, le lit de l'oued regorge d'eau par endroits. Ce grand cours d'eau participe aussi au remplissage des barrages de Tarf. Sur les deux bords de l'Oued, une riche biodiversité floristique y abonde. Il s'agit de feuillus à l'image du Shenzhen. Ces mêmes feuillus sont accompagnés de riches sous-bois. On y trouve la bruyère, le calicotum, des lichens et toute une foule de plantes médicinales. Et ça se trouve à Tarf pour le rappel. Alors, le rappel des titres, cette fois, pour terminer ce journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce mardi à Alger le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite qui effectue une visite de travail dans notre pays. Non à l'exploitation des personnes, le thème d'une journée d'études dont les travaux ont débuté ce matin au Centre international des conférences Abdellatif Rahal à Alger, organisé par le Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes. Un détachement de l'armée nationale populaire a abattu aujourd'hui lors d'une embuscade tendue à Djbel Amoura aux environs de la commune de Hassinia, wilaya de Ain Defla, 2 terroristes et récupéré leurs armes et une paire de jumelles. Et 642 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 396 guérisons et 11 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie.
Puis la canicule rime avec les déclenchements intempestifs des feux de forêt. La protection civile a rendu public un bilan hebdomadaire du 19 au 25 de ce mois de juillet. 172 incendies ont été recensés, 70 d'entre eux se sont déclarés en forêt. Les moyens de la protection civile ont été déployés en masse pour en venir à bout. Voilà pour l'actualité de ce mardi. Merci d'avoir suivi ce journal. Les adresses pour les replays et l'info en continu s'affichent au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous. Et puis Saha Aidkoum, je vous retrouve la semaine prochaine.